En 2014, le président russe Vladimir Poutine a pris le contrôle de la péninsule de Crimée. Il a envoyé une petite armée de soldats des forces spéciales lourdement armées dans la région, qui ont bloqué les bases militaires ukrainiennes et remplacé le gouvernement régional par un nouveau groupe de marionnettes pro-Poutine. C'était spectaculaire, c'était illégal, mais c'était efficace. L'Ukraine et le monde entier ont été pris au dépourvu. L'opération a été si rapide qu'il n'y a presque pas eu le temps d'organiser une réelle réponse diplomatique ou militaire. Pour Poutine, la mission a été un franc succès, un rêve devenu réalité. Mais un peu plus de 10 ans plus tard, et ce rêve commence à se transformer en cauchemar, tirant parti de leur arsenal croissant et de leur dynamique sur le champ de bataille. Les forces ukrainiennes ciblent activement la péninsule plus intensément que jamais auparavant. Ils n'essaient pas de la libérer ni de la reprendre, mais plutôt de l'isoler, rendant son occupation par l'ennemi de plus en plus coûteuse et difficile. Pour comprendre l'impact de cette stratégie et la logique qui la sous-tend, nous devons remonter à mars 2014. L'annexion de la Crimée par Poutine s'était déroulée sans accroc. Elle a réussi à démanteler le parlement de la région, à installer de nouveaux dirigeants qui lui étaient des loyaux, et même à organiser un référendum totalement illégal et illégitime, dans lequel un étonnant 96,77% des électeurs auraient soi-disant choisi de quitter l'Ukraine et de rejoindre la Fédération de Russie dans les jours qui ont suivi. Vladimir Poutine a signé le traité sur le rattachement de la République de Crimée à la Russie, officialisant l'annexion. Mais Vladimir Poutine a alors fait face à un nouveau problème. Un problème lié à la géographie unique de la Crimée. Puisque la Crimée est une péninsule, ce lieu n'est pas des plus accessibles. En 2014, la seule façon de s'y rendre par voie terrestre depuis la Russie était de traverser la frontière internationale avec l'Ukraine et de passer par plusieurs régions ukrainiennes, Donetsk, Zaporijia et Kherson, avant d'entrer en Crimée par le nord. Les autres options étaient l'avion ou les ferries traversant le détroit de Kertch. Un bras de mer relativement étroit qui relie la mer Noire et la mer d'Azov, avec la Crimée à l'ouest et le kraï de Krasnodar en Russie à l'est. Or, avant l'annexion, la Crimée dépendait entièrement de l'Ukraine continentale pour ses approvisionnements vitaux en carburant, nourriture, eau, électricité et biens de consommation. Après l'annexion, il revenait à la Russie de fournir ces mêmes ressources, mais il n'était pas très efficace de le faire uniquement par ferry. Poutine voulait aussi encourager de plus en plus de Russes à s'installer en Crimée, à acheter des maisons là-bas, à lancer des entreprises ou à passer leurs vacances sur toute la péninsule. Pour faire tout cela, il devait en faciliter l'accès. Il a donc ordonné la construction du pont du détroit de Kertch, appelé aussi pont de Crimée, un véritable miracle de l'ingénierie moderne. Le pont de 19 km, dont la construction a commencé en février 2016 et a été ouvert aux voitures et autres véhicules en 2018. La partie ferroviaire du pont a été ouverte un an plus tard. Bientôt, des dizaines de milliers de véhicules traversaient ce pont, le plus long d'Europe, chaque jour. Cela renforce nettement la capacité de la Russie à soutenir la logistique de la péninsule, à transporter troupes et matériel militaire par le détroit de Kertch et à faciliter l'arrivée des touristes dans la région. Mais l'histoire a prouvé que Poutine n'est pas du genre à se contenter. Animé uniquement par une quête incessante de pouvoir, il en veut toujours plus. Alors, en 2022, il a ordonné une invasion à grande échelle de l'Ukraine, visant l'ensemble de l'Ukraine, mais 4 régions distinctes en particulier: Louhansk, Donetsk, Zaporijia et Kherson. Il y avait plusieurs raisons à l'origine de la décision du président russe, mais l'un de ses objectifs les plus importants était d'assurer le contrôle du vaste corridor terrestre reliant la Russie continentale à la péninsule de Crimée. En contrôlant Donetsk, Zaporijia et Kherson, la Russie aurait un nouveau moyen d'accéder à la région. Une route terrestre cruciale pour transporter des troupes et des fournitures, ainsi que le contrôle total du littoral entourant la mer d'Azov. Et c'est ainsi que cela s'est produit. Au premier stade de la guerre, les forces russes ont concentré une grande partie de leurs efforts sur l'ouverture d'une voie vers la Crimée. Ils ont assiégé pendant 3 mois la plus grande ville sur leur route, Mariupol. Et dès la mi-mai 2022, à peine quelques semaines après le début de l'invasion, le corridor terrestre était largement dégagé. La Russie a aussi utilisé son contrôle de la Crimée pour envoyer des forces vers Kherson par le sud, facilitant la prise rapide de nombreuses petites villes et localités. Plus ils s'emparaient de terrain, plus leur zone tampon autour de la péninsule s'étendait. Et plus il semblait impossible que l'Ukraine puisse jamais reprendre le contrôle de la Crimée. Il semblait que la région était perdue à jamais, et ce fait n'a pas échappé à Poutine. En mars 2024, lors d'un événement marquant le 10e anniversaire de l'annexion, le président a exprimé sa joie que la péninsule soit revenue à son port d'attache, ajoutant que la région
ainsi que d'autres territoires occupés de l'Ukraine, resteraient unis au reste de la Russie pour les générations futures. À l'époque, même si l'Ukraine avait réussi à mener quelques frappes dans et autour de la Crimée, y compris plusieurs frappes sur le pont de Kertch, il semblait que Poutine avait raison. Mais passons à l'été 2026. Et la Russie a beaucoup perdu le contrôle de la Crimée. Grâce à une campagne ukrainienne soutenue visant les défenses, la logistique et les lignes d'approvisionnement de la région. On peut dire que cette campagne est en cours depuis 2022. L'Ukraine mène des attaques sporadiques contre des bases aériennes et ports en Crimée, et les défenses dès que l'occasion se présentait. Mais cela s'est vraiment intensifié en termes d'efficacité et d'intensité en 2026. Les forces de Kiev planifient et mènent désormais des attaques incessantes contre les routes, les ponts et les infrastructures. Et les installations militaires. Cela a provoqué de vastes coupures d'électricité et d'eau, coupé les lignes d'approvisionnement et plongé toute la péninsule dans un état de chaos sans précédent. Des touristes paniqués et des résidents russes faisaient la queue pour fuir la région. Tout cela se résume à la capacité de l'Ukraine à apprendre de ses erreurs, à ajuster sa stratégie et à s'adapter efficacement aux conditions changeantes du conflit. Par exemple, en 2023, le pays a organisé une contre-offensive massive, repoussant l'invasion pour regagner les terres perdues au profit de la Russie, et surtout en coupant le corridor terrestre vers la Crimée. Cependant, malgré les efforts de l'Ukraine, et un succès modéré dans certaines régions, cet objectif crucial n'a pas été atteint. Les forces ukrainiennes ne pouvaient rivaliser avec l'avantage massif de la Russie en effectifs et en équipement. Les forces du Kremlin savaient que leur ennemi se préparait à riposter. Ils ont donc établi des défenses profondes et denses, conçues pour les aider à maintenir leur emprise sur les régions occupées. Ils ont installé des champs de mines. Ils ont creusé des fossés anti-chars. Et ils ont placé des équipes d'artillerie à des points stratégiques, ce qui a stoppé de nombreuses offensives mécanisées ukrainiennes avant qu'ils ne reprennent de vastes territoires. L'Ukraine, avec une armée plus petite, a dû répartir ses forces sur plusieurs axes, ce qui aurait facilité la neutralisation de l'offensive par la Russie, lorsque la poussière était retombée. L'Ukraine avait réussi à reprendre un petit nombre de villages et de localités sur une période de 6 mois, mais elle a perdu de nombreux soldats et du matériel. Elle avait appris à ses dépens qu'une attaque frontale directe dans le corridor terrestre ne fonctionnerait pas. Les défenses russes étaient trop profondes et denses pour être franchies. Mais c'est là que l'adaptabilité tactique de l'Ukraine entre en jeu. Ses commandants ont compris qu'ils ne pourraient peut-être pas traverser ces défenses, mais qu'ils pouvaient passer par-dessus. Ils avaient seulement besoin des bons outils. Cela a pris du temps, mais le secteur de la défense a relevé le défi en développant des drones plus grands, performants et intelligents, ainsi que des missiles à longue portée, mettant progressivement davantage de cibles en Crimée à portée. L'Ukraine a également continué à éliminer des moyens russes dans toute la région, comme les radars et systèmes de défense aérienne. Ainsi, lorsque le moment d'une attaque aérienne plus intense arriverait, la Russie aurait du mal à se défendre. En 2026, tous les éléments étaient en place et le décor était planté. L'élan de la Russie avait ralenti jusqu'à avancer à la vitesse d'un escargot. Les forces ukrainiennes tenaient avec succès la ligne dans les endroits les plus importants. Et Kiev disposait enfin des moyens nécessaires pour, selon les mots de l'ancien ministre de la Défense du pays, Mikhailo Fedorov, transformer la Crimée en une île. Avant d'expliquer la suite, voici la raison de cette émission militaire. Pour expliquer comment le pouvoir s'exerce réellement. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. En mai 2026, Kiev est passer à l'action. Une série rapide d'attaques de drones à moyenne portée a commencé, visant des infrastructures telles que les routes, les transports ferroviaires, les ponts, les ferries et les défenses aériennes, en Crimée et dans les territoires occupés formant le corridor terrestre avec la Russie. Ce faisant, cela a coupé les lignes d'approvisionnement qui alimentèrent la région depuis si longtemps. Ces attaques précédentes contre le pont de Kertch avaient déjà fait de cette structure une option risquée pour l'armée russe. Mais le Kremlin pouvait encore acheminer troupes, carburant et nourriture, et d'autres ressources, vers la péninsule par des ferries et des routes. Ces attaques ont rendu toutes ces options nulles et non avenues. Les ferries ferroviaires du détroit de Kertch ont été successivement mis hors service. Les routes autrefois sûres pour les convois militaires sont soudainement tombées sous le contrôle des drones de Kiev. Aucun endroit n'était sûr, aucun itinéraire n'était viable, les lignes étaient coupées. L'impact s'est vite fait sentir dans toute la Crimée. Quelques jours après le début de la campagne de l'Ukraine, des rapports ont commencé à faire état d'une panique qui se répandait sur toute la péninsule alors que l'approvisionnement en carburant et en énergie commençait à se tarir. Ensuite, l'Ukraine a encore haussé d'un cran. Tout au long du mois de juin, elle a intensifié ses attaques et étendu son champ d'action à des cibles supplémentaires, telles que des sous-stations électriques.
et des dépôts de carburant, des centres logistiques et infrastructures critiques, affectant aussi la présence militaire russe sur la péninsule, mais aussi les nombreux touristes, vacanciers et propriétaires de la région. En mai, l'Ukraine a mené 22 frappes confirmées en Crimée. Rien qu'au cours de l'une des dernières semaines de juin, le nombre total d'attaques était de 55, et il s'agissait de certaines des attaques les plus importantes et les plus dévastatrices que la région ait jamais connues. Car l'Ukraine ne misait pas uniquement sur les drones, mais a même déployé ses missiles de croisière Flamingo produits localement contre des convois opérant dans le corridor terrestre, ainsi que contre les ports navals russes sur la mer Noire et la mer d'Azov. En conséquence, ce qui avait commencé comme un état de panique s'est transformé en un état d'urgence à l'échelle régionale. En effet, le 26 juin, les autorités criméennes locales installées par le Kremlin ont officiellement déclaré un état d'urgence indéfini dans toute la région. Ils n'ont eu d'autre choix que de fermer temporairement le pont de Kertch. De nombreux trains vers les villes russes ont aussi été annulés à cause de la menace de drones et de missiles. C'est une très mauvaise nouvelle pour les milliers de Russes qui tentent activement de fuir la région. En effet, le 26 juin, la chaîne Telegram russe indépendante Astra a diffusé des images et rapports sur une file d'attente de 15 km, soit un embouteillage de 9,3 miles se formant en direction du pont du détroit de Kertch, alors que d'innombrables habitants ont décidé d'évacuer la péninsule. Le secteur du tourisme aussi a subi un énorme choc. La Crimée a longtemps été une destination de vacances populaire pour les Russes, beaucoup venant de loin pour profiter des magnifiques plages et des villes côtières de la région, stations balnéaires luxueuses et temps estival agréables. L'été 2026 cependant n'attirera sûrement pas les foules habituelles dans cette région. Les rapports des voyagistes russes, hôtels et propriétaires de maisons d'hôtes révèlent la même tendance. Les réservations baissent et les annulations explosent. En effet, un site de voyage a indiqué avoir enregistré un taux d'annulation impressionnant de 80% pour le mois de juin et de 50% pour juillet et août, avec des hôtels populaires habituellement très animés affichant des taux d'occupation historiquement bas. En bref, les Russes se rendent bien compte que la Crimée n'est ni un endroit agréable, ni un endroit sûr où se trouver. Ceux qui prévoient d'y aller cherchent des options alternatives, alors que ceux qui y sont déjà font tout pour en sortir. Certains l'ont fait de leur propre gré après avoir vu à quel point la situation empirait. D'autres, quant à eux, ont écouté les avertissements de responsables tels que Fyodorov, qui a mis en garde contre des conséquences très inattendues pour les Russes et a déclaré sans détour que l'enfer commence en Crimée. Refat Choubourov, président du Medjlis du peuple tatar de Crimée, la plus haute instance représentative exécutive des Tatars de Crimée, a également exhorté les citoyens russes présents dans la péninsule occupée à partir tant qu'ils le peuvent. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Choubourov a affirmé que les attaques ukrainiennes sur la péninsule allaient s'intensifier dorénavant. Je souhaite m'adresser séparément à une autre partie de la population de Crimée, à savoir ceux qui se sont installés sur la péninsule après le 27 février 2014. Votre présence en Crimée occupée avec de faux documents de propriété russe est illégale, tant au regard du droit national ukrainien que du droit international. Maintenant, comme vous pouvez le constater par vous-même, la Crimée est enfin devenue une zone de front, et sa libération des forces d'occupation russes est inévitable. Choubourov a poursuivi en disant que toute personne souhaitant éviter une punition inévitable devrait partir maintenant ou faire face aux conséquences. Chaque jour où le pont de Kertch reste opérationnel vous donne la possibilité de quitter la Crimée en toute sécurité et volontairement. Bientôt, il n'y aura plus une telle opportunité. N'attendez pas que le pont de Kertch soit démoli et que le corridor terrestre soit finalement coupé. Les responsables russes ne peuvent plus cacher l'ampleur de la crise. Dans une démarche étonnante et sans précédent, le chef régional, Sergei Aksionov, a appelé à restreindre la vente de carburant aux véhicules militaires, aux services d'urgence et uniquement aux agences d'État. Ceci n'est que le dernier épisode d'une crise du carburant touchant la région depuis plusieurs mois. Au début de cette crise, les automobilistes de Crimée traversaient fréquemment le pont de Kertch pour acheter de l'essence dans le kraï de Krasnodar. Certains remplissaient même des bidons et revendaient le carburant chez eux, à un prix doublé ou triplé. Cette stratégie n'est plus viable, parce qu'après que l'Ukraine a frappé la raffinerie de pétrole de Krasnodar le 28 juin, le sud de la Russie s'est enfoncé dans sa crise du carburant. Avec une pénurie d'essence, les stations-service locales refusent désormais de servir les voitures avec une plaque criméenne. Cela a entraîné des disputes et même des bagarres dans les stations concernées. Les autorités régionales ont dû appeler la police armée pour tenter de maintenir l'ordre.
En conséquence directe, beaucoup restent coincés en Crimée. Ils ne peuvent pas obtenir le carburant dont ils ont besoin pour partir, et leur vie devient chaque jour plus misérable. Des coupures d'électricité récurrentes touchent la région depuis les frappes de juin, privant d'électricité d'innombrables foyers et entreprises. Les pénuries d'eau et de nourriture s'aggravent également, alors que la soi-disant Riviera russe perd tout son attrait, se transformant d'un paradis pour les vacanciers en une zone de guerre dévastée. Les sirènes d'alerte aérienne retentissent régulièrement, suivies des explosions de plus en plus familières avant que le feu et la fumée n'envahissent le ciel. De nombreux Criméens se sont exprimés sur les réseaux sociaux, partageant des publications et vidéos sur leur détresse. Certains allant jusqu'à demander à Poutine de reprendre la situation en main. Par exemple, une jeune femme, dans une vidéo publiée le 5 juillet, a déclaré « Je m'adresse à Moscou et à Poutine au nom du peuple de Crimée. Vous nous aviez promis la sécurité et une vie normale. En réalité, il y a des stations-service vides, la peur et des points de contrôle, de longues files d'attente et une grande incertitude. À la télévision, ils disent que tout est sous contrôle. Mais si la Crimée est en mode survie, alors la situation n'est déjà plus maîtrisée. Pourquoi nous avez-vous abandonnés ? Ces émotions sont partagées par toute la population de la région. Mais Moscou ne répond pas à l'appel. Faute de route, et sans pouvoir compter sur le pont de Kertch, le Kremlin a tenté de maintenir l'approvisionnement de la Crimée par la mer, avec ses pétroliers de la flotte fantôme. Cela aussi s'est soldé par un échec. Dans la nuit du 6 juillet, 8 petits pétroliers, chacun transportant 7000 tonnes d'essence, naviguaient vers la Crimée sur la mer d'Azov quand des drones ukrainiens les ont détruits. Un message clair de Kiev. Aucune route vers la péninsule n'est sûre. Toutes sont surveillées. Drones et missiles prêts à intervenir. Prêts à tirer sur toute cible viable qui oserait tenter le voyage. Dès le premier jour de cette opération, la mission de l'Ukraine a été claire. Comme le dit le journaliste de CNN, Nick Patton-Walsh, le pays entend rendre la vie en Crimée difficile. Un lieu sans tourisme, gaz, électricité, ni nourriture abordable. Et le corridor terrestre qui y mène. Ainsi, cet endroit déjà difficile à vivre paraît moins justifier les efforts du Kremlin pour le conserver. Il poursuit en notant que l'Ukraine a l'intention de transformer la Crimée, de joyau de la couronne de Poutine, en moyen de pression pour l'Ukraine, peut-être lors de futures négociations de paix, ou même en un obstacle pour Poutine alors qu'il tente de gérer la contestation croissante sur sa guerre. Jusqu'à présent, elle réussit dans tous ces domaines. Lorsque Poutine a pris la Crimée en 2014, il pensait avoir capturé une parcelle de terre inestimable, un trésor doré et brillant qu'il pourrait exhiber à son peuple. Une péninsule pittoresque avec des stations balnéaires haut de gamme prisées par les Russes et qui lui rapporterait pendant des décennies. En 2026, ce trésor s'est transformé en un enfer, un lieu de panique, de peur et de chaos, et le symbole parfait du déclin désastreux de Poutine. Maintenant, vous pouvez en apprendre davantage sur la crise du carburant qui touche la Crimée et la Russie dans cette vidéo, qui explore comment presque toutes les régions du pays souffrent de pénurie, ce qui entraîne une colère croissante de la population. Ou regardez cette vidéo pour une analyse détaillée des difficultés économiques croissantes du Kremlin. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'actualités militaires et d'analyses approfondies, tout comme celle-ci.